Et on suit évidemment minute par minute les événements en temps réel et on vous informe à chaque instant de chaque nouveau développement. Parallèlement, je voudrais qu'on prenne le temps de comprendre avec vous, Alain Boer, bonjour, Bonjour. ce qui s'est déjà passé, les premières conséquences et les scénarios des prochaines heures. Une attaque considérable et ambitieuse qui pourrait durer 4 à 5 semaines, voilà les mots de Donald Trump cette nuit. Au moment où l'on se parle et depuis un quart d'heure maintenant, une réunion de crise a lieu au ministère des Affaires étrangères à Paris pour parler notamment de la sécurité de nos ressortissants sur la zone du conflit. Cet après-midi, Emmanuel Macron prononcera un discours très attendu sur l'île Longue, sur la dissuasion nucléaire et vous allez nous dire dans un instant quelles sont les orientations que pourrait prendre Emmanuel Macron. Mais d'abord, au moment où l'on se parle et depuis quelques heures maintenant, il y a à nouveau des explosions qui ont été entendues en Israël, à Dubaï, à Doha, à Bahreïn, au Liban. Est-ce qu'on peut dire ce matin que le conflit s'est très largement étendu ? Oui, il s'est étendu comme il devait s'étendre. C'était d'ailleurs l'essentiel du débat qui existait entre les monarchies du Golfe et le président Trump sur il ne faut pas attaquer l'Iran, car toute attaque contre l'Iran ne se limitera pas à une opération en Iran. Ce n'est pas le Venezuela. Ça ne sera pas l'élimination de la tête qui amènerait non pas un effondrement du régime, mais une modification de la politique du régime. Il y aura une réplique structurelle, centrale. Les gardiens de la révolution, ce ne sont pas les bolivaristes dégénérés et corrompus, prêts à être achetés ou vendus aux plus offrants. Et il n'y a pas de vice-présidente vénézuélienne prête à jouer le rôle de vice-présidente iranienne. On va revenir évidemment sur la question d'ailleurs de qui pour diriger l'Iran. Parlons un instant de cette image qui a été diffusée cette nuit par la télévision iranienne d'un conseil de direction intérimaire avec 3 personnages, le président Massoud Pezeshkian, le chef du pouvoir judiciaire ainsi que Ali Reza Arafi. Ces 3 personnages-là, quel est leur pouvoir réel ? Aucun. Le seul qui compte, c'est celui qui les a nommés, Ali Larijani, le successeur désigné par le guide lui-même après la mort de l'ancien président iranien dans un accident d'hélicoptère, et celui qui est apparu en disant désormais il y aura un conseil intérimaire qui sera composé d'eux. En fait, il a désigné son propre conseil électoral. Il a dit voilà, ceux qui vont m'élire sont ceux-là. Ils vont eux-mêmes référer au conseil des gardiens et au conseil des experts qui sont les 2 outils là des ayatollahs. Les ayatollahs ont 3 candidats dans leur tête. Le fils du guide, qui est considéré comme tellement incompétent que et la création d'une sorte de dynastie locale aurait de mauvais éléments. Un 3e qui n'est pas identifié, qui serait un ayatollah en tant que tel, et Ali Larijani qui ne l'est pas, qui serait pour la première fois un guide entre guillemets laïque, et qui est l'homme qui comptait le plus, à tel point même d'ailleurs que les Américains avaient exigé lors des négociations d'Oman qu'ils viennent dire que ces négociations étaient de vraies négociations, alors même que le guide Ali Khamenei expliquait qu'il n'y avait pas de négociations. Donc c'est l'homme le plus important, c'est celui qui est allé voir Vladimir Poutine à Moscou, et c'est celui qui est en contact avec le président américain, quand le président américain appelle vos confrères de The Atlantic en pleine nuit pour dire non, si, je parle avec les Iraniens, on est en contact, on continue à négocier, c'est avec lui. Il est le seul représentant légitime du pouvoir survivant. Actuellement, les 3 autres ne sont que des représentations des illusions. Ali Larijani. Son grade officiel ? Président du Conseil suprême de sécurité de la République islamique d'Iran. Avec évidemment une question qui est que Donald Trump a évoqué également dans la nuit la possibilité de reprendre des négociations. Avec qui ? Des négociations sur quoi ? Et est-ce qu'il y a un préalable pour la reprise de ce dialogue ? Le préalable à la reprise du dialogue est le même que le préalable qui existait pour finir le dialogue qui avait lieu à Oman et qui a échoué pour des raisons diverses. Parce que vous avez d'un côté un spécialiste du poker menteur, Donald Trump, ce que je raconte d'ailleurs dans le livre sur Trump, et Trump, le pouvoir des mots. Voilà, et un autre qui sont des spécialistes des échecs menteurs, c'est-à-dire une stratégie à plusieurs coups, avec des mouvements dans tous les sens, mais on a un objectif final. Chez Donald Trump, on a un objectif initial, faire un coup et ensuite obtenir un deal. Il l'a redit d'ailleurs la nuit dernière en disant mais à la fin je veux un deal. Et chez les Iraniens, il y a un objectif qui est ne rien lâcher, mais en faisant durer le plus longtemps possible pour qu'à la fin on ne sache plus très bien où on va. Et effectivement, voici les mots des uns et des autres. Cette nuit, le ministre des Affaires étrangères iranien dit si leur objectif c'est de changer le régime, alors je le leur dis, c'est mission impossible. Et du côté de Donald Trump, on a donné un calendrier
4 à 5 semaines. Il a d'abord dit 4 semaines, puis à mes confrères du New York Times, il a évoqué 4 à 5 semaines. Est-ce que c'est réaliste? Le débat qui existait entre les Américains 2 semaines et les Israéliens 3 semaines, pour finir ce que la guerre des 12 jours n'avait pas réussi à finaliser, puisque les Américains l'avaient arrêté en cours de route pour entamer le processus de négociation, pensant que les 12 jours suffiraient par la destruction des capacités de production nucléaire de 3 sites sur 4, pas le 4e qui n'a toujours pas été attaqué, et de l'éventualité de la dilution des 400 kilos d'uranium fortement enrichi, reste sur la table. Et c'est ce que les Iraniens ne peuvent pas accepter, parce que c'est leur garantie de survie. Pourquoi est-ce que l'Iran se défend? Parce qu'ils ont le choix entre mourir ou se battre. Or, le corps des gardiens de la révolution est tellement imbriqué dans l'économie iranienne, tellement haï par la population iranienne, tellement sûr de finir comme Saddam Hussein et ses amis ou Kadhafi et les siens, qu'ils ne peuvent pas négocier, sauf si on trouvait quelqu'un capable d'opérer une sorte de blanchiment du régime d'une manière Cette soft. personne existe? Ali Larijani. Mais les 30 000 morts, 5 000, 10 000, 20 000, 30 000, on ne sait toujours pas d'ailleurs, de la répression précédente amène une telle vague de haine contre le régime qu'il s'est lui-même enfermé dans une impossibilité à une démocratisation stable. Par ailleurs, aucune des monarchies du Golfe ne veut jouer le risque du chaos. Et on a pour l'instant le chaos K.O et le chaos CHAOS, et les deux options sont toutes mauvaises du point de vue des voisins de l'Iran. La question du rôle, effectivement, des autres monarchies, des voisins, on va y revenir. La question aussi de l'extension du conflit plus largement. La question de ce qui s'est passé aussi cette nuit à l'Irak. Au moment où on se parle, les autres pays autour sont en état d'alerte maximale. On va y revenir, mais je voudrais aussi que l'on essaie de comprendre quelle est la stratégie des Européens. Berlin, Paris et Londres se sont dit hier soir prêts, je cite, à des actions défensives nécessaires et proportionnées pour détruire la capacité militaire de l'Iran à tirer des missiles et des drones à leur source. J'imagine que chaque mot dans cette déclaration compte. D'abord, elle est faite conjointement par Berlin, Paris et Londres. Qu'est-ce que ça dit aussi de cette alliance-là? Et quels sont les buts? Est-ce que ça veut dire que d'une certaine manière, on rentre nous aussi dans la guerre? Vous avez bien compris la contradiction, parce que du défensif-offensif, il faut juste choisir entre les deux. La communication générale dans cette affaire entre « j'ai pas été prévenu et je suis pas associé, donc je suis pas là ». Communication du président de la République. Qui a d'abord dit « nous n'avons pas été associés ». Presque, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donc ça ne nous concerne pas, on n'existe pas. C'était une déception. C'était de la rancœur? Oui, une puissance mondiale présente dans le Golfe, ayant des accords militaires, dont un très contraignant avec les Émirats Arabes Unis, en tout cas Abu Dhabi, sur le thème, on n'est pas au courant de ça. Les Italiens pas plus, que leur ministre de la Défense était lui-même bloqué à Dubaï, où il était allé en vacances familiales. Et les Italiens n'ont pas été plus prévenus que les autres, ni par les uns, les Israéliens, et encore moins... Le ministre des Affaires étrangères italien de la Défense n'avait même pas en tête que potentiellement, c'était peut-être pas le moment d'aller à Dubaï. Non, mais ça veut dire, non, mais c'est intéressant. Ça veut dire que le reproche qu'on fait aussi ici en France, un certain nombre d'influenceurs ou qui... Vous voulez dire celle qui crie au secours Élodie après avoir dit le plus grand mal de la France, qui pleure effectivement ou les unes ou les autres. Au fond, vous nous dites que le ministre de la Défense italien lui-même était parti en vacances là-bas. Voilà, récupérer sa famille. Donc, la question qui est posée aujourd'hui, c'est qu'est-ce que la France peut faire? D'abord, elle a des enjeux de défense avec les Émirats. Si les Émirats font jouer l'accord de défense, la France doit répondre à l'accord de défense des Émirats et protéger les Émirats. La France a été directement touchée dans une base commune, pas seulement où elle n'est pas seule, mais cette base a été touchée et elle peut répliquer. C'est légitime, on entre dans le droit de la guerre, ou en tout cas de ce qu'il en reste. Troisièmement, toucher des batteries de missiles iraniens à la source, ça c'est une opération offensive. C'est effectivement dans la même phrase, et c'est pour ça qu'effectivement chaque mot compte. Dans la même phrase, il y a le mot action défensive, mais il y a aussi tirer des missiles, empêcher l'Iran de tirer des missiles et des drones à leur source. Voilà. Ça veut dire sur bombarder place. la source des missiles. Nous interceptons depuis longtemps, y compris dans la guerre des 12 jours, des missiles iraniens dès lors qu'ils passent au-dessus de pays
amis ou qui font appel à nous, ce que les Anglais viennent de faire avec leur Tornado sur un missile qui passait au-dessus de l'Irak ou de Chypre, je ne sais plus, ce que les Anglais peuvent faire parce que leur propre base a été attaquée cette nuit à Chypre, et vous savez que ce sont des bases de territoire britannique, ce ne sont pas des bases chypriotes où il y a des Britanniques, mais des bases britanniques, c'est très particulier, c'est-à-dire ce que Donald Trump voulait obtenir au Groenland comme statut spécifique, et donc là, il y a des opérations. Attaquer à la source l'Iran est autre chose, et je ne suis pas sûr que tout le monde ait bien compris ce que cette phrase voulait dire, ni ce que ça sous-estimait en termes de risque, alors là, particulier pour devenir une cible directe et pas seulement une cible indirect. Quant à l'Allemagne, je pense qu'elle a besoin d'exister, que son réarmement est réel, mais qu'elle n'a aucun intérêt ou quasiment aucun intérêt dans la région. Alors pourquoi le fait-elle ? Pour pouvoir montrer aux Anglais et aux Français qu'elle est avec eux. International de niveau global, de type, moi aussi je pourrais être au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a toujours une arrière-pensée quelque part chez le chancelier Merz, comme chez tous les autres chefs d'État. La question du Liban, la question de Dubaï, Doha, Bahreïn, mais également ce qui va se jouer cet après-midi. Le discours d'Emmanuel Macron était prévu. Oui. Un discours sur la question de la dissuasion, la stratégie française de la dissuasion nucléaire. Il était prévu, mais évidemment, au regard de ce qui se passe depuis 48 heures, il prend un relief tout particulier. Il va parler de notre dissuasion nucléaire et de la question du partage ou non de cette protection. Vous avez des informations sur les orientations que pourrait annoncer Emmanuel Macron cet après-midi? Alors, vous me permettrez là de faire précis, comme on fait ça souvent chez vous, mais là je préfère le lire. D'abord, on modifie un élément central qui est la stricte suffisance de notre parc nucléaire, un peu moins de 300 têtes, à une nouvelle formulation au plus juste niveau. Ça veut dire qu'il y aura une augmentation du nombre de têtes nucléaires. On en avait environ 300. Les Chinois sont en train de tripler leur parc nucléaire. Les Américains relancent des essais nucléaires. On a un effet de modernisation très engagé sur lequel nous ne sommes pas du tout en retard, notamment de nos missiles issus de sous-marins. Mais la même question va se poser pour la force aérienne stratégique. Le président de la République avait déjà ouvert la voie à Luxeuil il y a quelques semaines. Là, on entre clairement dans une modification de la posture qui est, eh bien non, on arrête de réduire la surface nucléaire. On n'est plus au minimum, on revient à un niveau acceptable, donc augmentation. Il y a un deuxième enjeu qui n'est pas clarifié pour l'instant, on est dans le flou, le brouillard stratégique, qui est-ce qu'on remet en œuvre des armes nucléaires tactiques, dites de théâtre, ou seulement des armes nucléaires stratégiques. L'arme nucléaire stratégique, c'est celle dont on ne se sert pas. C'est dire, nous avons une dissuasion, et si vraiment nous sommes attaqués, alors c'est la fin du monde. Et il n'y a rien entre ça et la fin du monde. Nous avions un petit élément intermédiaire qui était l'action préemptive. On est au bord d'une attaque majeure, on lance quand même un petit missile tout seul pour dire attention les gars, on est au bord de la fin de gradation. De gradation. C'est-à-dire des bombes qui détruisent tout et des bombes intermédiaires? Non, alors ça c'est pas un niveau de kilotonnage, c'est un niveau de j'en lance 50 ou 30 ou 20 ou une, comme ultime avertissement. Cette petite modification de la stratégie avait eu lieu quand on a commencé à éliminer nos armes nucléaires tactiques, Pluton et Hadès, à l'époque de François Mitterrand, pour de bonnes raisons, c'est qu'on nucléarisait que nos voisins, les Allemands, à cause d'un problème de portée. Aujourd'hui, on peut avoir des portées plus longues pour des armes nucléaires tactiques. Les Américains sont eux-mêmes en train de moderniser leur parc nucléaire en Europe, et ils viennent d'envoyer en juillet dernier les premiers éléments de la modernisation d'armes nucléaires tactiques en Europe. C'est important. Ce que vous nous dites, c'est que cet après-midi, Emmanuel Macron devrait, dire qu'on va probablement augmenter le nombre donc de notre stock nucléaire, et deux, changer la stratégie pour ouvrir la possibilité d'une sorte de dernier... Ça existe déjà. La question, c'est ira-t-il un peu plus loin au vu d'événements qui sont en train de se produire là-dessus? Troisième élément, la dissuasion était historiquement un élément extrêmement précis sur l'ultime quand les valeurs essentielles. Là, c'est la dissuasion est gage d'une liberté d'appréciation, de parole et d'action pour la France. C'est-à-dire que ça devient un élément de diplomatie et pas seulement un élément de défense. Et la dissuasion interdit à tout adversaire étatique de miser sur le succès de l'escalade, de l'intimidation ou d'un chantage qui chercherait à nous paralyser. On n'est plus dans nous sommes attaqués par une autre arme nucléaire ou par une arme conventionnelle. Ça intègre désormais tout ce qui va de la manipulation, la cyberattaque et le reste. Cet élément avait déjà été avancé. Cyberattaque pourrait avoir réponse nucléaire. Oui.
Alors, ça avait déjà été avancé et par les Russes, et par les Chinois, et par les Américains lors d'une réunion à Paris à l'école militaire il y a 4 ou 5 ans. Mais c'est la première fois que ça entre dans la doctrine officielle ou dans la supposée doctrine officielle de la France. Et enfin, évidemment, la dissuasion est défensive, mais elle s'octroie le droit de frapper en premier avec une arme nucléaire en appliquant une stratégie d'avertissement nucléaire, ce qui est le fait de frapper les premiers. Et ce sera donc prononcé par Emmanuel Macron cet après-midi. Sur le continent européen, nous revenons à la politique voulue par le général de Gaulle, qui dès le début du commencement de notre système de dissuasion a toujours indiqué qu'elle n'était pas limitée aux frontières de la France, qu'elle devait intégrer ses voisins immédiats. Alors à l'époque, c'était la Belgique, les Pays-Bas et quelques autres. Et là, on est dans une logique où la France pourrait devenir le garant européen de sécurité nucléaire de l'Union européenne au sens large, sachant qu'il faut faire attention, quelques pays de l'Union ont signé le traité de non-prolifération et donc sont dans une situation un peu plus compliquée que les autres qui sont prêts à avoir une arme nucléaire, à profiter du parapluie de manière ouverte. Donc il y a des petits ajustements qui devront être faits, mais la France là deviendrait le parent de cela, alors même que d'autres pays, dont l'Allemagne, se demandent si elle ne devrait pas disposer de leur propre armement nucléaire, considérant qu'en termes de souveraineté, la France ne partagera jamais la décision. Ce qui serait effectivement un bouleversement. Ce dont vous parlez là, évidemment, c'est d'élargir la protection, mais non pas la décision, c'est-à-dire de ne pas partager le fait d'appuyer sur le bouton. Cette question-là Alain Boer, n'a jamais été évoquée. Question aussi sur la capacité des Américains, des Israéliens, de l'Iran à tenir. Lorsque Donald Trump dit cette nuit 4 à 5 semaines, lorsque l'on voit qu'il y a déjà effectivement 9 victimes en Israël, qu'au moment où l'on se parle, les sirènes ont encore retenti depuis l'aube, à 7h, à 7h38. Est-ce que Israël dispose de suffisamment de missiles, anti-missiles? Est-ce que le fameux dôme de fer est encore suffisamment efficace et est-ce qu'il peut tenir 4 à 5 semaines? Alors pour l'instant, la réponse est oui, d'autant que l'outil qui avait percé le dôme de fer la dernière fois avec 9 missiles qui étaient des Khorramshahr 3 améliorés, semble avoir été l'équipement semble avoir été détruit par le raid de B2 dont on se demandait ce qu'ils avaient bien voulu bombarder puisqu'ils n'ont pas attaqué le 4e site nucléaire iranien. Il semble que ce soit l'usine qui fabriquait le Khorramshahr 4 dont les Iraniens ont eu la gentillesse d'en faire la démonstration le 7 février dernier en donnant quasiment la localisation. Donc il semble que l'élément le plus puissant qui avait permis y compris d'approcher la base de F-35 israélien de Dimona et la base nucléaire de Dimona ne soit plus opérationnelle. Je dis ça sous toute réserve, parce que tout le monde est très étonné qu'il ne soit pas encore sorti. Mais il reste beaucoup de missiles, de moins en moins de lanceurs de missiles, ce qui réduit la capacité à les envoyer. Et il reste quand même beaucoup de shahid, c'est-à-dire les drones, dont l'usage a été quasiment parcimonieux par les Iraniens. Enfin, l'efficacité du double système américain GLEV avec le Lincoln et GLEV avec le Lincoln, bouclier avec le Gerald Ford a permis quand même d'éliminer plus de 90% des drones. Beaucoup des explosions qu'on entend sont des explosions parce que les drones et les missiles sont détruits en plein vol et qu'il y a des débris qui tombent ici ou là. Il y a eu un seul désastre en Israël, là où il y a eu les 9 morts, mais pour l'instant le reste est plutôt particulièrement efficace en termes de défense antimissile. La vraie question qui nous reste, c'est ce que vont faire les Chinois, dont personne ne parle. C'est un des sujets, comme vous le savez, que j'aborde beaucoup dans un autre sujet qui est le retour de la Chine comme superpuissance. Et il se trouve que les Chinois ont envoyé un groupe naval, dans le Golfe, à proximité, avec un bâtiment de renseignement, qu'ils ont fourni 2000 tonnes de chlorate de potassium pour fournir les moyens de lancer des missiles, qu'ils ont envoyé des équipements antimissiles et des équipements de radar en Iran et qu'ils sont très fortement engagés, y compris à un point dont on se demandait jusqu'où il irait. Et cette question n'est pas encore résolue, car il y a une fenêtre d'opportunité chinoise sur Taïwan qui est en train de s'ouvrir, car si les Américains ont de quoi tenir 4 semaines en munitions et en équipement, contrairement à ce que beaucoup de mes collègues disent, parce qu'ils s'y sont préparés, qu'ils ont doublé les chaînes de production et qu'ils sont ensuite, ils disent eux-mêmes qu'ils ne sont pas capables de gérer 2 théâtre d'opération en même temps. Et c'est évidemment la question si d'autres voulaient en profiter. Merci Alain Boer.